Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Anthony Aguilar est avec nous. Bon retour parmi nous, Anthony. Merci. Anthony, permettez-moi de commencer par... Je voulais commencer par le cas de l'Iran et des États-Unis. Mais il y a du nouveau. Il y a quelques instants, nous avons appris que des pétroliers saoudiens ont changé de cap. Cela signifie qu'ils essayaient de passer par le détroit de Bab el-Mandeb, mais ils ont été évités par l'Iran, les Houthis ou les Yéménites, et ils resserrent tout simplement le blocus contre l'Arabie saoudite. D'un autre côté, l'autre problème pour l'Arabie saoudite, c'est que l'Arbaïn, comme on l'appelle chez les musulmans chiites, qui est le dernier jour de commémoration du martyre de l'imam Hussein, est célébré dans tout l'Irak. Il me semble qu'ils vont attaquer ce soir, ou vous savez, peut-être dans quelques heures, dans 8 ou 9 heures. On va voir une nouvelle attaque contre l'Arabie saoudite, parce qu'ils répondent aux dernières attaques. L'Arabie saoudite, avec les États-Unis, les a attaqués. Si vous vous souvenez de la dernière attaque, de la réponse qu'ils ont reçue après l'attaque de drones contre l'Arabie saoudite. Voilà où nous en sommes. Et il y a le problème entre l'Iran et les États-Unis. Mais avant d'y venir, comment analysez-vous la situation avec l'Arabie saoudite et ces deux fronts actifs qu'ils essayent de gérer? Vous savez, quand on regarde l'implication croissante de l'Arabie saoudite dans ce conflit, en tant que belligérant direct, mais aussi comme belligérant périphérique, notamment lorsqu'on parle du Yémen. Car ce n'est pas seulement le conflit plus large dans lequel les États-Unis et l'Iran sont engagés, et qui a entraîné d'autres nations. Désormais, plus précisément, en raison du conflit avec l'Iran et des enjeux liés au détroit d'Ormuz, il devient de plus en plus important de maintenir ouvertes les voies maritimes menant au détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis comprennent clairement qu'il s'agit d'un point de levier. L'Arabie saoudite est maintenant pleinement impliquée sur les plans militaires, politiques et économiques. Il y a environ une semaine et demie, nous avons vu l'Arabie saoudite prendre la tête de la formation d'une alliance de 11 nations afin de tenter de répondre à la situation dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et c'est important ici, alors qu'on voit tout ce qui se passe, de bien comprendre. Parce que je réfléchis souvent à la région et au temps que j'y ai passé. Et si vous ne passez pas beaucoup de temps à regarder la carte, ou si vous n'avez pas passé beaucoup de temps dans la région, il devient très facile de se faire une idée dans sa tête de l'endroit où se trouvent ces pays et de qui fait quoi. Puis, en regardant une carte, vous réalisez « Ah oui, d'accord, c'est pour ça que tel ou tel pays est désormais davantage directement impliqué. Regardez la géographie. » Donc, quand vous regardez la carte ici, vous avez l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un pays assez vaste, qui a une frontière maritime sur la mer Rouge, mais aussi sur le golfe Persique. Tout comme l'Iran a une grande partie de son littoral dans le golfe Persique, ce qui lui donne beaucoup d'influence et d'importance, l'Arabie saoudite, entre les deux, possède un vaste littoral dans le golfe Persique qu'elle doit protéger et prendre en compte dans cette guerre. Mais elle s'étend aussi le long de la mer Rouge, depuis l'endroit où le canal de Suez débouche dans la mer Rouge, près de la péninsule du Sinaï, jusqu'au Yémen, et puis, vous savez, pratiquement jusqu'à Oman. Donc pendant les, disons, 4 mois et demi de cette guerre, nous en sommes maintenant à 157 jours, soit environ 5 mois et 7 jours. Si l'on regarde la participation ou l'implication directe de l'Arabie saoudite jusqu'ici, elle a été plutôt passive. C'était un peu, bon, vous savez, nous sommes simplement là. Oui, les États-Unis lancent certaines de leurs frappes, certains de leurs avions décollent, mais nous sommes en quelque sorte victimes de la géographie. Nous sommes juste là.
Et je pense que l'Arabie saoudite comprend désormais clairement qu'elle ne peut pas maintenir cette position passive. Il y a donc maintenant une implication directe. Ce qui signifie que si l'Arabie saoudite veut assurer un contrôle total, ou au moins tenter d'exercer un contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, elle garantit alors la voie alternative d'approvisionnement énergétique qu'elle propose dans ce conflit. Car si le détroit d'Ormuz continue d'alterner entre contrôle, fermeture et ouverture, l'Arabie saoudite répond « Nous avons une alternative ». Mais cette alternative ne compte pas si elle ne contrôle pas le détroit de Bab el-Mandeb ou si elle ne peut pas au moins garantir qu'il reste ouvert et que la navigation y soit libre. Cela a donc entraîné l'Arabie saoudite dans un conflit direct avec les Houthis et Ansar Allah. Pas seulement directement, pas seulement parce que l'Arabie saoudite a déplacé une partie de ses forces frontalières vers la frontière du Yémen, On dirait que vous avez perdu Anthony. Je suis revenu? Oui, tu es revenu. Tu es revenu. Tu m'entends de nouveau, Nima? Je t'entends, Anthony. Je t'entends. Ton image est figée. Vous êtes de retour? Je peux vous revoir. Oui, ça va. D'accord. Oui, ça a juste coupé une seconde. Donc ici, le long de la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, près des détroits, près des voies maritimes côtières qui contrôlent en quelque sorte les accès vers le détroit de Bab el-Mandeb et depuis celui-ci, on voit que l'Arabie saoudite concentre désormais des forces militaires. Il en faudra beaucoup plus. Il faudra voir une escalade bien plus importante avant que l'Arabie saoudite engage réellement ses forces militaires conventionnelles au Yémen. Je ne dis pas que cette option est écartée. Je dis qu'à ce stade, il faudra beaucoup de choses pour en arriver là. Cependant, on assiste désormais à cette extension de la guerre par procuration, ou de la guerre asymétrique, ou de la guerre menée par l'intermédiaire d'autres acteurs. On a Ansar Allah, directement soutenu par l'Iran, en conflit direct avec l'Arabie saoudite au Yémen, principalement à travers le conflit avec la HTA, l'alliance tribale du Hadramout. Cela entraîne davantage les Émirats arabes unis dans le conflit, parce que cette alliance s'oppose directement au STC, le Conseil de transition du Sud. Donc, quand on voit comment ce conflit au Yémen, si c'est la zone de responsabilité, la zone d'opération que nous examinons, ce n'est pas seulement un conflit qui se joue principalement ici, entre les États-Unis, l'Iran et les nations périphériques de la côte du Golfe. C'est désormais directement ici. Et la semaine dernière, nous avons aussi vu des frappes de drones contre des navires américains de gaz naturel liquéfié. Non pas dans la mer Rouge, mais dans le canal de Suez, à l'entrée côté Méditerranée. Donc, quel que soit l'auteur de ces frappes, et je suis convaincu qu'il s'agit très probablement des Houthis, parce qu'ils ont la portée et les capacités nécessaires pour le faire, cela peut désormais impliquer davantage l'Égypte, mais aussi les pays méditerranéens qui dépendent du passage par le canal de Suez pour accéder à la mer Rouge. Car au lieu de passer par là, il faut contourner l'ensemble de l'Afrique, ce qui ajoute, vous savez, des jours, voire des semaines au trajet. Ce que j'ai toujours pensé depuis le tout début de ce conflit, c'est que lorsqu'on déclenche un conflit, comme l'ont fait les États-Unis, sans objectif politique final clair et atteignable, et non pas un objectif militaire final. L'objectif militaire, c'est de créer les conditions d'un règlement négocié. Donc, quand on commence une guerre sans objectif politique final très clair, pas une liste d'objectifs possibles, eh bien, c'est la marine iranienne, c'est la capacité balistique iranienne, c'est la capacité nucléaire, c'est un changement de régime. Maintenant, c'est le détroit d'Ormuz, et puis maintenant, c'est autre chose. Quand on déclenche une guerre non provoquée, sans objectif final très clair, on se retrouve avec ce qu'on appelle une dérive de mission. Et cette dérive de mission s'est désormais étendue
au point d'impliquer directement d'autres pays, comme l'Arabie saoudite et cette alliance de 11 nations. Et plus encore aujourd'hui, nous voyons l'Irak être entraîné plus directement dans tout cela, parce qu'il continue de servir de base à des séparatistes kurdes qui mènent des opérations de l'autre côté de la frontière, dans l'ouest de l'Iran. Les forces américaines opèrent dans tout le pays, pas seulement à Al-Assad, à Bagdad et dans d'autres sites, où elles peuvent utiliser des intercepteurs stratégiques ou des missiles de frappe de précision, les PRSM. Elles opèrent aussi à Erbil, où les États-Unis maintiennent une ligne de communication aérienne très solide et très efficace, une ALOC, une JLOC, ainsi que des forces spéciales qui assurent le ciblage. Donc, nous le voyons désormais. Et pour reprendre votre point, je pense qu'au cours de la prochaine période d'obscurité, nous verrons des frappes contre l'Irak. Nous allons voir des frappes contre l'Arabie saoudite. Que les États-Unis soient ou non dans une période de cessez-le-feu ou de négociation avec l'Iran, cela n'a plus d'importance. Ce conflit a dépassé le cadre de l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran. Il a désormais pris une telle ampleur que les acteurs périphériques ont tout autant à perdre et sont impliqués tout aussi directement que les parties à l'origine de la guerre. Et ce que je continue de dire, parfois les gens sont d'accord, parfois ils y réfléchissent un peu, et parfois ils disent « Oh, vous êtes fous !» C'est que c'est ainsi que les guerres régionales deviennent des guerres mondiales. Et pour tous ceux qui pensent « Bon, une guerre mondiale, on saurait que c'en est une, parce que les guerres mondiales commencent comme des guerres mondiales. La Première Guerre mondiale n'a pas commencé comme une guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale non plus. Les conflits périphériques en Europe se sont étendus et amplifiés au-delà du conflit initial. Ils ont entraîné d'autres nations, puis finalement les États-Unis et d'autres pays. Et tout cela présente toutes les caractéristiques de ce scénario, au point où nous avons déjà pensez aux pays directement impliqués dans cette guerre où l'on se tire dessus, pas seulement au soutien apporté, mais à la guerre elle-même. Il y a le Yémen, l'Arabie saoudite, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, Israël et évidemment les États-Unis. Et si on remonte et qu'on élargit, on va jusqu'à l'Ukraine, à la Russie, à toute l'Europe. Donc, quand vous dites que la guerre s'est étendue au-delà de la guerre directe, du genre « je te tire dessus, tu me tires dessus », on a maintenant d'autres pays qui disent en substance « nous allons aider à leur tirer dessus », même s'ils ne peuvent peut-être pas nous atteindre. Nous sommes quand même impliqués, et il faut en tenir compte. Vous avez raison, vers la Turquie, vers l'Ukraine, vers l'Azerbaïdjan, car l'Iran maintient bel et bien une force navale importante dans la mer Caspienne, afin d'assurer ses lignes de communication ou sa logistique avec la Russie. Donc quand on voit que cela implique désormais l'Iran, la Chine et la Russie, et n'oublions pas, dès le tout début, le Pakistan, on se retrouve dans une situation qui n'était déjà pas stable au départ. Ce conflit n'a pas commencé avec une intention claire, ni avec une justification claire, ni avec l'un ou l'autre camp disant « oui, c'est justifié, oui, ceci est justifié ». Depuis le lancement de ce conflit par les États-Unis, le 28 février 2026, il n'y a eu que des questions. Pourquoi? Dans quel but? Pour obtenir quoi? Un accord de paix? Pas d'accord de paix. Maintenant, on est en guerre. Maintenant, on ne l'est plus. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Alors, vous voyez, quand vous avez un chaos et que vous continuez d'y ajouter des éléments encore plus chaotiques à un chaos déjà existant, c'est comme avoir un accident de voiture au milieu de l'autoroute, dans un embouteillage qui est déjà là à cause d'un accident survenu 1,5 kilomètre plus loin. Cela crée les conditions de la méprise, de la mauvaise interprétation, de guerres périphériques
qui peuvent dégénérer en une guerre plus vaste. Et je suis convaincu que c'est là où nous en sommes aujourd'hui en tant que monde. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je pense que le point que vous avez soulevé est très important, Tony. Je me souviens que, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, on parlait de quelques victimes par-ci, par-là. La Russie a commencé la guerre avec 100 000, 120 000 soldats, quelque chose comme ça. Puis on voit le nombre de victimes augmenter. Et aujourd'hui, le décompte, vous savez, le chiffre du côté des Ukrainiens, serait d'environ 2,5 millions de soldats tués pendant la guerre. Quelque chose comme ça. Et on voit la même chose à Gaza. Quand la guerre a commencé, regardez Gaza aujourd'hui. Il n'y a plus de Gaza. Ils ont rasé toute la région. Et il me semble qu'avec le temps, nous nous y habituons. Nous sommes en train de perdre, d'une certaine manière, notre capacité à comprendre comment la guerre s'étend et nous engloutit tous, sans que nous réalisions qu'une guerre mondiale est en cours, là, maintenant. Comment l'appeler autrement? Regardez la population de l'Ukraine. Elle était de 57 millions d'habitants. Elle est tombée à 20 millions. Comment peut-on imaginer ça? Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que ça peut aussi arriver en Asie occidentale. Nous parlons en ce moment de 2 fronts en Arabie saoudite. Imaginez simplement qu'ils s'intensifient, qu'ils frappent toutes ces installations cruciales et importantes, les installations pétrolières de la région. Quelle influence cela aura-t-il sur l'économie mondiale, sur le marché mondial? Et est-ce que cela nous aidera à désamorcer la situation? Je ne le pense pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Sur votre premier point, oui. Le monde s'est habitué à la normalisation de ce genre de conflit grandissant, qui ne commence pas forcément par un événement historique majeur, indiquant « Ah là, c'est sûr, nous sommes en guerre mondiale ». Je dirais que si l'on remonte à la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc Ferdinand, quand les gens disent « Ah, c'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale », c'était un événement historiquement important, auquel on peut remonter sur une chronologie et dire « D'accord, c'est là que ça a commencé ». Mais toute la belligérance, toutes les ententes, toutes les alliances, toute cette logique des gentils contre les méchants, équipe rouge contre équipe bleue, tout cela, tous ces acteurs se battaient déjà les uns contre les autres. C'était simplement l'événement qui a dit « D'accord, maintenant, nous sommes de ce côté-ci. Vous êtes de ce côté-là. » Maintenant, c'est clair. Plus de flou sur qui fait quoi. Tous les mêmes éléments sont déjà là. Et le monde s'y est peu à peu habitué, s'y est engourdi. Parce que pensez à la guerre en Ukraine. Je me souviens, j'étais encore militaire d'active à l'époque. Nous suivions les briefings quotidiens du renseignement avec une grande inquiétude. Car si la Russie envahissait l'Ukraine, comme elle l'a fait, l'unité dont je faisais partie, le 18e corps aéroporté, qui est la force opérationnelle interarmée de réponse mondiale du département de la Défense, était désigné pour partir. Nous suivions donc cela chaque jour. Nous avions mis en place un centre opérationnel pour surveiller la situation 24 heures sur 24 en préparation. Et en novembre, décembre 2025, anticipant ce que la Russie pourrait faire, nous déployions déjà des soldats américains en avant, en Pologne et en Ukraine, afin d'établir un soutien au ciblage. Je pense que le monde regarde cela et qu'il s'y est habitué. C'est presque devenu normal. Ce qui se passe à Gaza est devenu normal, parce que nous le voyons maintenant se produire au Liban, sans beaucoup plus de réflexion. La plupart des gens dans le monde font simplement défiler les informations et passent au sujet suivant. Mais ce n'est pas parce que ça s'est arrêté, ça continue. C'est parce que c'est devenu normalisé. Et ce qu'on observe maintenant,
au cours de ces 5 mois et demi, c'est ce débat, sommes-nous en guerre ou pas? D'accord, on se tire dessus, donc on est forcément en guerre. D'accord, on ne se tire plus dessus, donc on n'est plus en guerre. Et on a perdu de vue, au fil de l'histoire, que ce n'est pas parce qu'on ne se lance pas de missiles qu'on est plus engagé dans le même conflit ou la même guerre, puisqu'on n'a atteint aucun objectif final, aucun objectif politique final. Et donc, quelle est la... Vous savez, moi je parle de guerre mondiale en me fondant sur la définition historique, excusez-moi, communément admise, pas sur ce que moi je pense que c'est, pas sur ce que je suppose que c'est, pas sur ce que je vois dans les films ou, vous savez, les jeux vidéo Call of Duty. Quelle est la définition d'une guerre mondiale? Eh bien, la définition admise par les historiens et les spécialistes de la guerre, c'est celle-ci. Une guerre mondiale est un vaste conflit international impliquant la plupart ou la totalité des grandes puissances mondiales, s'étendant sur plusieurs continents et nécessitant une mobilisation totale de la société. Comme le rappellent les synthèses historiques, ce terme était principalement réservé à des conflits comme la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce un vaste conflit international impliquant la plupart ou la totalité des grandes puissances mondiales? Oui, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Ukraine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie. Des puissances européennes comme la France et le Royaume-Uni se sont-elles impliquées dans une certaine mesure? Un peu, mais elles sont clairement à la lisière d'une implication plus grande. Est-ce que cela s'étend sur plusieurs continents? Absolument. Cela couvre le continent asiatique, cela couvre le continent africain. Ça s'étend de l'Europe occidentale aux États-Unis. Est-ce que cela exige une mobilisation totale de la société? Pas toutes les nations. Toutes les nations n'ont pas mobilisé l'ensemble de leur société. Mais Israël, si. L'Iran aussi. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Yémen, oui, ils y sont pleinement engagés. Pour eux, c'est une guerre totale. Donc si l'on considère la participation des puissances mondiales, l'étendue géographique, l'implication de tous ceux qui prennent part à ce conflit, comment ne pas y voir une guerre mondiale? J'invite quiconque à défendre le point de vue contraire. Mais au regard de la définition, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons aucune voie vers la paix. Ce n'est pas presque terminé. Nous ne sommes pas près de la fin, au point de pouvoir dire « Ouf, on l'a échappé belle, ça aurait pu être pire ». Nous sommes très loin de la fin, et aucun accord de paix ne se profile à l'horizon. Je pense que la meilleure chance qu'aient eue les États-Unis et le monde de s'asseoir, de s'unir et de se mettre sérieusement au travail sur un véritable accord de paix, c'était l'accord de paix en 14 points que nous, ce serait absurde d'en parler encore. Ça a été réduit à néant, littéralement. Donc je crains que nous soyons au bord sur le seuil et la porte est ouverte. Nous sommes en train d'entrer dans une guerre mondiale. Certains diront peut-être, eh bien, nous sommes en guerre mondiale depuis la guerre froide. Ou, cela a toujours été une guerre mondiale. Bon, d'accord. Mais au regard de la définition des principes admis au fil de l'histoire et de l'évaluation des conflits, je pense que si nous devions appeler la Troisième Guerre mondiale, alors nous en sommes sur le seuil. C'est ce que je crois au vu de ce que nous observons. Tony, je pense que la guerre, la nature ou l'identité de la guerre entre l'Iran et les États-Unis est en train de changer d'une certaine manière. Parce que, comme vous l'avez mentionné, le protocole d'accord vient tout juste de prendre fin. Plus personne ne parle de protocole d'accord. Et aujourd'hui, Donald Trump affirme qu'il discute avec l'Iran. L'Iran, de son côté, un négociateur ou un responsable iranien l'a dit, affirme qu'il n'y a aucun dialogue entre l'Iran et les États-Unis.
Les Pakistanais ont dit « non, il ne se passe rien ». Et même des responsables américains ont dit qu'il ne se passait rien. Mais Donald Trump croit d'une certaine manière qu'il y a des discussions entre les deux parties. C'est là le problème. L'autre point, c'est qu'il semble que les États-Unis mettent en avant le programme nucléaire iranien, qui ne faisait pas partie du protocole d'accord. Parce que, vous vous en souvenez, c'était la deuxième étape. La première étape devait être le protocole d'accord. Et la deuxième étape, c'est qu'ils allaient parler du programme nucléaire de l'Iran. Or, le protocole d'accord portait entièrement sur la fin de la guerre sur tous les fronts. À mon avis, le cas du Yémen va entrer en jeu. S'ils essaient de faire quelque chose, le Yémen fera partie de tout cela. Le Liban en fera partie. Gaza, la Palestine en feront partie. Il n'y a aucun moyen de séparer toutes ces petites, je ne peux pas dire petites, toutes ces grandes questions du cas du Yémen, du cas du Liban, du cas de la Palestine. Et dans le cas de l'Iran et des États-Unis, qui découle de ces conflits, à mon avis, l'attention ne se porte plus principalement sur ce qui se passe avec le programme nucléaire iranien. Plus personne ne parle du programme nucléaire. Tout tourne autour du détroit d'Ormuz, tout tourne autour du Liban, tout tourne autour du Yémen en ce moment, et de la Palestine. Et quelle est votre lecture de la dernière attaque iranienne contre la Jordanie, dont personne ne parle? Je pense qu'ils ont frappé de manière très importante et très précise. Les attaques étaient d'une précision et d'une exactitude remarquables. Et personne n'accorde à cette attaque l'attention qu'elle aurait dû recevoir. Quelle est votre lecture de la dernière attaque iranienne contre la Jordanie? Et quelle importance cela a-t-il eu, selon vous? Oui, donc quand vous parlez, j'écoute. Je prends des notes parce que je veux m'assurer d'aborder tous les points. Mais je prends aussi quelques notes sur ma carte pour les partager. Parce que je pense vraiment qu'il est très important de continuer à montrer la géographie. Encore une fois, vous savez, si vous parlez d'une guerre qui se déroule aux États-Unis et des distances entre la Californie et le Nevada, c'est très différent des distances entre la Californie et New York, n'est-ce pas? Alors, parlons des frappes en Jordanie, sur la base aérienne de Muwafaq Salti, une base aérienne protégée, partagée par les États-Unis et la Jordanie. Un atout important, une base aérienne importante qui, à tous égards, était protégée. Et l'Iran a pu frapper avec précision. Pas par bombardement de zone, pas en se disant « envoyons un paquet de missiles et voyons ce qui touche quoi ». Une frappe précise depuis ici, vous savez, probablement selon l'endroit d'où ces missiles ont été tirés. Je ne pense pas qu'ils venaient des axes côtiers, parce que je pense que les batteries côtières sont principalement concentrées sur les pays du Golfe et le détroit d'Ormuz. Donc, probablement depuis un site de missiles intermédiaires ou balistiques, dont nous savons que l'Iran les a renforcés dans des installations souterraines, de façon à pouvoir les montrer, tirer, puis les rentrer, n'est-ce pas? Nous savons qu'ils font ça. Ils le font très bien. Donc, disons quelque part, par ici. Et ils ont été capables de frapper jusqu'ici, vous savez, à travers l'espace aérien OX. Qu'est-ce que nous avons juste ici? Les États-Unis ont le Koweït juste ici. Et au Koweït, nous avons, ou nous sommes censés avoir, c'est ce que nous affirmons, même si à l'évidence ce n'est pas le cas, c'est bien là mon propos, toutes ces mesures de protection, ces systèmes de défense aérienne à haute altitude de théâtre, les THAAD, dont nous disons « Oh, nous en avons largement assez. Ils n'ont pas été détruits. Nous en avons largement assez. » Eh bien, à l'évidence, ce n'est pas le cas. Soit les États-Unis n'en ont pas la capacité, soit nous choisissons de ne pas l'utiliser, parce que ces missiles qui sont partis d'Iran vers la Jordanie n'ont pas été interceptés, et ils ont frappé avec précision. Les États-Unis ont donc des bases juste ici, au Koweït, qui sont censées avoir des radars. Nous avons des bases à Bagdad.
Nous avons des bases à Ali al-Salem, dans l'ouest de l'Irak. Nous avons des bases à Erbil, dans le nord de l'Irak. Donc, lorsque ces munitions stratégiques de précision, ces PSM venus d'Iran, ont traversé cet espace aérien pour frapper la Jordanie avec précision, elles sont passées par toutes ces zones où les États-Unis étaient censés pouvoir les voir ou les intercepter. Et nous ne l'avons pas fait. Cela démontre deux choses. Premièrement, l'Iran possède et maintient une capacité de frappe de précision à longue distance. Deuxièmement, les États-Unis n'ont plus la capacité d'intercepter cette menace avec une garantie de 100%. C'est donc, selon moi, l'élément important concernant ce qui a précédé les frappes. Et maintenant, parlons des frappes elles-mêmes. Alors maintenant, si vous êtes la Jordanie, l'Arabie saoudite ou l'Irak, nous savons que tout au long de ce conflit, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Golfe Persique, la côte saoudienne du Golfe Persique, ainsi que certaines cibles en Israël, sont des endroits où l'Iran est prêt à utiliser ses missiles hypersoniques à longue portée, d'une précision exceptionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu débat sur le fait qu'ils puissent atteindre ces cibles avec une certaine précision. Mais aujourd'hui, l'Iran montre que, vous savez, 5 mois et demi après le début de ce conflit, alors que les États-Unis disent au monde entier qu'ils n'ont plus rien, qu'ils supplient pour obtenir un accord, et qu'ils n'ont pas la capacité de faire ceci, cela ou autre chose, eh bien, devinez quoi, le monde. Devinez quoi, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Israël, on ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Donc je pense que cela démontre que l'Iran a bel et bien la capacité de frapper à sa guise avec des résultats efficaces grâce à ses munitions de frappe de précision. Cette capacité n'est pas épuisée, elle n'est pas détruite, elle n'est pas anéantie, comme dirait Trump. Et de plus, il y a la capacité des États-Unis à intercepter depuis plusieurs endroits. Je veux dire, les États-Unis disposent de la base aérienne de Muwafaq Salti, qu'ils partagent. Pour le dire simplement, c'est une base aérienne américaine. Appelons les choses par leur nom. Il y a peut-être un drapeau jordanien et elle se trouve peut-être en Jordanie. C'est une base aérienne américaine. C'est nous qui la finançons. C'est nous qui la dirigeons. C'est nous qui l'exploitons. Nous y avons notre matériel. Nous payons aussi pour entretenir leur matériel sur place. C'est une base aérienne américaine. Et elle a été frappée avec précision, sans aucune interception de la part des États-Unis. Donc à mes yeux, ce n'est pas parce que les États-Unis ont choisi de ne pas intervenir. Je pense que les États-Unis, au vu de ce que nous savons déjà, quiconque pense le contraire ne comprend tout simplement pas les calculs stratégiques liés au stock de munitions stratégiques. Les États-Unis manquent-ils de façon critique d'intercepteurs de missiles patriotes? Oui, c'est un fait. Les États-Unis sont-ils en situation de pénurie critique? Oui. Et dans certains cas, les stocks sont à zéro. À un niveau critique. Je veux dire, le chiffre 0 pour les JASSM 2 et 3, les missiles PRSM, les attaques AMS, et des niveaux très très bas dans l'inventaire total des missiles de croisière Tomahawk. Donc quand on prend l'ensemble de ces éléments, il y a 2 choses nécessaires pour intercepter. Enfin, excusez-moi, 3 en fait. Premièrement, il faut avoir ce qui permet de le voir. Il faut avoir au sol ce qui dit le voilà, avec un certain niveau de précision. Eh bien, c'est votre THAAD, votre système de défense antimissile de théâtre à haute altitude. Le THAAD n'est pas un missile. Le THAAD, c'est un système qui permet de détecter et d'intercepter. Ce n'est pas le missile lui-même. Au sein de votre système THAAD, vous disposez de multiples plateformes de lancement, du système Patriot au MNRS HIMARS, capable de tirer des attaques MS, des PRSM et des JASSM vers vos différentes plateformes d'interdiction au sol et dans les airs. Donc, pour l'élément au sol qui est censé voir tout ça, ces systèmes doivent s'appuyer sur une capacité supérieure pour pouvoir tout regrouper, n'est-ce pas?
C'est comme si j'avais une immense toile et que je peignais un tableau. Je sais ce que je peins, mais je ne suis pas capable de voir l'ensemble de ce que les autres peignent. Si je peins la chemise d'un homme sur le tableau, je ne vois pas son visage parce que je n'ai pas accès à l'ensemble. Il faut donc disposer de quelque chose qui permette de voir l'ensemble de la situation. Cela a été retiré au début de la guerre, le centre au Koweït, qui a été frappé pratiquement dès le premier jour. Depuis, tout au long de ce conflit, les États-Unis se sont donc appuyés non pas sur une vision d'ensemble, mais sur une vision partielle. Cela reste efficace si vous savez où l'ennemi va tirer. Eh bien, ça a changé. Tout cela a changé, parce que l'Iran a choisi de frapper et a démontré qu'il en est capable. Ce n'est plus une question, ce n'est plus un mystère, ce n'est plus une hypothèse. C'est un fait. L'Iran peut et frappera avec précision en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Irak, en Israël. Et puis à travers sa périphérie, à travers des forces asymétriques comme les Houthis, il peut aussi menacer avec ses munitions des infrastructures critiques comme le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Pas seulement le détroit, mais aussi le canal de Suez. Je dirais à n'importe qui, tapez simplement sur Google les capacités militaires d'Ansar Allah et du mouvement Houthi. Regardez leurs capacités militaires. Ce ne sont pas des roquettes et des lance-roquettes anti-chars. Ils ont des drones Shahed. Ils ont des missiles balistiques. Ils ont des missiles anti-navires. Ils ont des missiles balistiques à longue portée. Ils sont bien équipés et ce n'est pas une menace à prendre à la légère. Donc je pense que c'est là que... Désolé de vous interrompre. Et ces missiles, ils les produisent sur place. Ils ne les reçoivent pas d'Iran. Exactement. Très bonne remarque. Au Yémen, ils n'attendent pas que l'Iran les fabrique et les leur envoie pour qu'ils puissent s'en servir. Ils les produisent eux-mêmes, sur place, à un rythme bien plus rapide que celui auquel les États-Unis produisent les leurs. Quand on pense à... C'était la semaine dernière, le commandant de l'EUCOM, le général 4 étoiles de l'Air Force Grankowicz, je crois que c'est son nom. Ça commence par un G. Enfin, bref, ce type-là, je vais retrouver son nom. Oui, je l'ai justement ici, mais j'ai aussi ce type-là ici, le général Grankowicz, ce type-là. Le commandant de l'EUCOM de l'Air Force, le général Grankowicz, a déclaré, non seulement au président en privé, non seulement au secrétaire en privé, mais aussi ouvertement aux médias. Je ne peux pas continuer ma mission de défense des moyens américains et de soutien à l'Ukraine, tout en continuant d'envoyer des munitions au commandement central pour cette mission. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire les trois à la fois. Donc, il va falloir faire un choix. Parmi ces trois choses, laquelle va être écartée? Eh bien, en ce moment, le soutien à l'Ukraine a diminué. Mais maintenant, ce général 4 étoiles de l'Air Force a dit « J'en suis arrivé au point où je dois prendre une décision, protéger les intérêts des États-Unis, ou continuer à transférer mes munitions stratégiques de mon commandement géographique de combat au commandement central. » Et le président a dit « Faites-le. » Oui. Donc je pense que quand on regarde les États-Unis, certaines personnes disent « Oh, on peut y acheminer des munitions rapidement. » On le peut, mais il faut les prélever sur les stocks d'autres commandements géographiques de combat, l'EUCOM, l'AFRICOM, l'INDOPACOM, qui couvrent la région Indo-Pacifique, le SOUTHCOM, le commandement Nord, le NORTHCOM, qui est celui qui commande ce général. Au-delà de ce que nous avons déjà, disons que j'ai ce stylo et que j'en ai 10 autres. Je peux prendre ces 10 stylos et vous les donner. Vous avez donc 10 stylos et moi je n'en ai plus. Mais une fois que ces 10 stylos sont partis, il faut 1 à 2 ans pour en fabriquer un nouveau. Nous en sommes là aujourd'hui. Le processus industriel américain pour créer, fabriquer et produire ces munitions prend beaucoup de temps. Alors que les munitions qu'utilise l'Iran
ils les fabriquent eux-mêmes, sans dépendre de l'international. Parce que c'est, je suppose, la résilience qu'on apprend quand on est sous sanction pendant une décennie, n'est-ce pas? On apprend à tout faire soi-même. On apprend à tout fabriquer soi-même. Donc l'Iran a appris à les fabriquer lui-même. Ils n'ont pas besoin de compter sur le reste du monde pour cela, et ils ont démontré qu'ils pouvaient le produire rapidement. C'est là que, vous savez, j'en ai déjà parlé, quand on se demande ce qu'est une stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie? Une stratégie, ce n'est pas seulement un mot savant qu'on lance comme ça pour dire « Oh, eh bien, voilà, c'est mon plan » ou « parce qu'une nation en affronte une autre ». Quels sont les éléments d'une stratégie? Eh bien, l'un des éléments essentiels d'une stratégie, c'est le calcul de la guerre, les chiffres. Et aujourd'hui, si l'on regarde simplement les chiffres, en tenant compte des distances, de la géographie, des munitions disponibles, de la production de munitions, de qui peut frapper quoi, et en plus grande quantité, les chiffres ne sont pas en faveur des États-Unis. En fait, hier, on a appris que les États-Unis, le département américain de la guerre, ont annoncé la signature d'un accord-cadre avec Northrop Grumman et Lockheed Martin pour tripler la production d'intercepteurs MIM-104 Patriot PAC-3, puis quadrupler celle des intercepteurs THAAD. Ce sont les nouveaux contrats. Cela va s'étaler sur les années à venir. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est exact. Tony, ce qui s'est passé dans l'ouest de l'Iran, comme vous l'avez mentionné, concerne l'une des bases aériennes les plus importantes du Kurdistan irakien, la base aérienne d'Al-Harir. Et il semble que les États-Unis retirent de là tous ces systèmes Patriot pour les installer ailleurs. Est-ce qu'ils vont arriver en Israël? Parce qu'ils sont censés avoir encore 5 systèmes Patriot là-bas. Et ils ont dit que, d'ici septembre, ils les retireraient du Kurdistan irakien pour les déployer ailleurs. Et c'est là que la question se pose. Il semble que les États-Unis, quand on regarde la guerre, et surtout dans l'ouest de l'Iran, ce qui était l'une des principales préoccupations des Iraniens, quand on regarde les 10 derniers jours de la guerre, je dirais qu'ils ont frappé sans relâche ces cibles au Kurdistan irakien, les munitions, la logistique, tout, les systèmes de défense aérienne, tout. Encore aujourd'hui, nous avons appris que les forces spéciales terrestres iraniennes ont mené 14 missions spéciales dans cette zone, au sol. C'est l'intensité de cette guerre dont personne ne parle. Et vous voyez, c'est là que je dis. On entend sans arrêt des troupes au sol, pas vrai? Des troupes au sol, des troupes au sol. Alors qu'en réalité, les États-Unis ont déjà des troupes au sol dans l'ouest de l'Iran, c'est-à-dire des Américains en bottes, les pieds dans ces bottes, sur le sol iranien. C'est un fait. Les gens vont interpréter ça comme « oui, mais ce ne sont pas des troupes au sol ». Vous voyez ce que je veux dire? Des milliers de soldats au sol, une invasion. D'accord, mais les troupes au sol, il faut bien que ça commence quelque part. Montrez-moi un conflit auquel les États-Unis ont participé dans leur histoire, où les troupes au sol n'ont pas commencé par une présence limitée. Le Vietnam. Nous avons envoyé des forces spéciales, des bérets verts et des conseillers de l'OSS, des mois avant que le moindre Américain sache seulement situer le Vietnam sur une carte. Before any American even knew where Vietnam was on a map. That's boots on the ground. C'est ce qu'on appelle des soldats au sol. En Irak, lors de la première guerre du Golfe, nous avions les forces spéciales du 5e groupe en Irak, à la recherche de lanceurs de missiles Scud, avant même que quiconque ne parle de bouclier du désert ou de tempête du désert. La guerre en Irak, avant l'invasion de 2003, bien avant qu'on parle de Saddam, Partey, de changement de régime ou d'armes de destruction massive,
Nous avions déjà des forces spéciales américaines dans le nord de l'Irak qui travaillaient avec les Kurdes. Ça s'appelait l'opération Northern Comfort. Nous étions là depuis des années. Et la Syrie. La Syrie en 2014, quand Obama a dit au monde entier que nous n'avions aucune troupe américaine là-bas. Et pendant qu'il montre une frappe américaine menée en Syrie par un drone américain, on voit au sol un opérateur des forces spéciales américaines. Des troupes au sol, il y en a déjà. La question, c'est de savoir jusqu'où cela va s'étendre. Quand je parle de troupes au sol, est-ce que je veux dire qu'on va assister à une invasion massive, à grande échelle? Non, je ne pense pas qu'on verra ça. Nous n'en avons pas les capacités. Et bordel, nous n'avons certainement pas les itinéraires ni les accès nécessaires. Alors, est-ce qu'on va voir une invasion à grande échelle? Non. Mais est-ce qu'on verra une présence accrue des troupes au sol, ce que nous avons déjà, dans l'ouest de l'Iran et potentiellement dans le golfe Persique, afin que Trump tente de modifier les calculs dans le détroit d'Ormuz, soit à Keshm, soit sur l'île de Karg. Et nous savons que le président pense à l'île de Karg et à l'île de Keshm parce qu'il les a mentionnés. Le président des États-Unis ne connaît pas cette géographie. Si vous retiriez les étiquettes de ces pays, je parie que le président des États-Unis en identifierait peut-être 2 sur 50 correctement. Peut-être. Et je suis généreux. Donc, quand on voit ça, le fait que les mots « île de Karg » ou « île de Keshm » sortent de la bouche du président des États-Unis signifie que quelqu'un le lui a dit. Autrement dit, quelqu'un dans l'armée, l'un de ses conseillers militaires, lui a proposé cela comme plan. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier, dans certains grands médias d'information. Le commandant du commandement central des États-Unis, un commandant de combat géographique, un général 4 étoiles, ou plutôt, excusez-moi, un amiral, l'amiral Brad Cooper, a demandé à des groupes de réflexion américains, l'Institut pour l'étude de la guerre RAND, etc., d'aider le CENTCOM à planifier des options à présenter au président concernant une éventuelle action militaire. Cela signifie que, jusqu'à présent, tous les plans que l'amiral Cooper a tenté de proposer au président ont été soit irréalisables, soit inacceptables, soit tout simplement rejetés. Mais les îles de Keshm et de Karg font-elles partie de cette discussion? Oui, parce que le président l'a dit. Il l'a dit. Donc, pensez que cela n'entre absolument pas dans l'équation. Et quand je dis ça, je veux être clair. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Je ne le recommande pas. Je ne pense pas que cela mènera au succès. Mais dire simplement « Oh, puisque ce n'est pas une bonne idée, le président n'y pense pas ». Allez, il y pense parce qu'il l'a dit. Donc, l'ouest de l'Irak. Comme vous l'avez dit, l'Irak kurde. Vous savez, à travers toute cette zone ici. Du nord de l'Irak jusqu'à... En réalité, ce qui a donné aux Kurdes une telle capacité défensive pour tenir le nord de l'Irak et le Kurdistan irakien pendant si longtemps, ce sont les monts Zagros. J'y ai roulé. J'ai moi-même été dans un véhicule Stryker qui roulait vers le nord, sur la route Tampa, ou l'autoroute 1, de Mossoul à Dohuk. Dohuk est la capitale de facto du Kurdistan irakien. Et quand vous partez de Mossoul, vers l'est, le nord-est, en direction de Dohuk, les montagnes, des montagnes de granit, attention, pas de grès ni de calcaire, surgissent du terrain comme des tours. C'est tout l'ouest de l'Iran. Tout l'ouest de l'Iran est couvert par les monts Zagros. On pense vraiment qu'on va y pénétrer sans couverture aérienne. Quand on pense à ce qui se passe en ce moment dans l'ouest de l'Iran, l'est de l'Irak, au Kurdistan irakien, les États-Unis ont déjà des conseillers sur le terrain qui mènent ce qu'on appelle ADE. Et je vais l'écrire pour que les gens comprennent clairement. Oui, allez-y. Désolé de vous interrompre. Ici, c'est la région de Daesh, les monts Zagros.
Vous voyez sa part du sud, de la partie méridionale de l'Iran. Oh, wow. Oh wow, that On dirait presque mon petit dessin. Wow, wow. my little drawing. Wow. Je vous écoute. I just did that. I just did Montrez votre motivation. Je viens de le faire. Je viens de le faire sur un coup de tête. Wow. J'apprends ma géographie, Nima. Donc deux choses sont faites en ce moment. A2E et A3E. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, A2E, c'est conseiller, assister et permettre. Nous le faisons déjà. Nous le faisons depuis longtemps. Les forces spéciales américaines, dont j'ai fait partie, ont pour mission l'assistance aux forces de sécurité, la défense intérieure à l'étranger, la contre-insurrection, l'insurrection. Une liste de 7 grands principes de mission. Alors, les forces spéciales sont-elles déjà en Irak pour mener cela? Oui, parce que nous y sommes déjà allés. Lors de l'opération Inherent Resolve, nous ne combattions pas seulement l'État islamique en Syrie, nous aidions aussi les forces irakiennes en Irak à se défendre contre l'État islamique. C'est ce que nous faisons déjà. Il y a donc une chaîne de montagnes en Irak qui est en quelque sorte un prolongement des monts Zagros et qui s'étend en Irak central en direction du Tigre. On l'appelle les monts Hamrin. C'est le seul passage praticable entre les monts Hamrin et les Zagros, par lequel on pourrait éventuellement pénétrer en Iran depuis l'ouest. Et si vous pensez que l'Iran n'a pas verrouillé cette zone avec tous les moyens et toutes les ressources nécessaires pour vaincre une force militaire, alors on se ment à nous-mêmes. Je pense que les États-Unis savent que c'est le cas. Ensuite, il y a l'A3E. A3E, c'est conseiller, assister, accompagner et permettre. La différence essentielle entre conseiller et assister d'une part, et conseiller, assister et accompagner, d'autre part, c'est que accompagner signifie avoir du personnel américain, des soldats américains, les bottes sur le terrain. Nous le faisons déjà. C'est déjà en cours. Je suis assez confiant simplement parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 25 ans et j'ai vu comment les choses évoluent. À partir de là, ça va s'étendre. Ça va prendre de l'ampleur. On est très loin de la fin de cette guerre. Ce conflit survivra à la présidence de Donald Trump. Le prochain président héritera de cette guerre. Et je ne parle pas seulement des conséquences politiques. Je parle de la guerre elle-même. Et elle sera probablement pire à ce moment-là qu'elle ne l'est aujourd'hui, en termes de conflits, de menaces, de tirs, de soldats au sol et de pertes américaines. Je pense qu'on est très loin de la fin. C'est regrettable. Je ne veux absolument pas que ce soit le cas, mais je suis aussi réaliste quand je regarde où nous en sommes aujourd'hui. Sur cette autoroute de la guerre, où est la sortie vers une négociation pacifique? Où est-elle? J'ai fait la guerre pendant 25 ans dans cette région. Je ne la vois pas. Je ne vois pas la sortie. Où en est-on? Est-ce que Donald Trump peut simplement s'en aller? Il ne le peut plus maintenant. Il ne peut pas. On ne peut pas se retirer de ça. Est-ce qu'il va s'engager à fond, comme à l'époque de Johnson au Vietnam, quand on disait « bon sang, on ne peut pas partir, alors autant s'engager à fond ». Est-ce qu'on va voir ça? C'est possible, le président y a fait allusion. On ne va pas mettre fin à cette guerre en bombardant seulement l'Iran. Ça ne mettra pas fin à la guerre. Alors, que peuvent faire les États-Unis à ce stade pour aboutir à une négociation? Que peuvent faire les États-Unis? De quel levier disposent-ils? Les États-Unis n'ont plus aucun levier dans ce conflit. Et les États-Unis ont désormais un choix à faire. Est-ce qu'on capitule, qu'on se rend et qu'on perd, avec des effets dévastateurs pour les États-Unis et pour le monde, évidemment? Ou est-ce qu'on continue à se battre jusqu'à parvenir d'une manière ou d'une autre à un accord? On a essayé ça en Afghanistan, on a essayé en Irak, on a essayé au Vietnam, on le fait en Syrie. Ce n'est pas une bonne option. Mais je ne vois pas quelles options il reste aux États-Unis. Parce que la leçon à tirer, c'est que quand on commence une guerre sans objectif, on est perdu. Les États-Unis sont perdus dans le bourbier de cette guerre.
Et ce bourbier s'est passé du sable profond au sable mouvant. Aujourd'hui, on avance péniblement dans les fosses de goudron de la Brea et on s'enlise à chaque pas. Je veux dire, je vois bien que la seule façon pour ce président de s'attaquer à ça, ce sera forcément par l'escalade. Ou alors il continue avec ses frapper, négocier, alors que pendant tout ce temps, ces prétendues négociations n'ont été que des mensonges. Je veux dire, tu ne trouves pas, Nima, que c'est risible, à ce stade, que le président des États-Unis dise que l'Iran supplie pour obtenir un accord? Quand vous avez l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Jordanie et même Israël. Même Israël dit non, il ne supplie pas. Ils vont nous frapper, ils ne vous supplient pas d'arrêter, ils vont nous attaquer. Ce n'est pas comme s'ils vous suppliaient, aidez-nous. Alors ne faites pas ça, Monsieur le Président, parce qu'ils ne demandent pas ça. Ils ne demandent pas une reddition. Il est donc clair que dans les domaines de la puissance nationale, la diplomatie, l'information, le militaire et l'économie, Donald Trump est devenu un utilisateur habituel de la désinformation. Le problème pour le peuple américain, c'est que le public américain est la cible de cette désinformation, parce que le reste du monde n'y croit plus. Le marché non plus. Il n'y croit plus. On ne va plus pouvoir le tromper en lui faisant croire que... Oui, le marché américain s'est dit, tu me trompes une fois, honte à toi. Tu me trompes 2 fois, honte à moi. Tu me trompes 478 fois. On ne va tout simplement plus marcher là-dedans. Oui, je pense que vous avez raison. Et en ce moment, ça devient tellement compliqué. Voyons ce qui va se passer. On va en parler. Tony, merci beaucoup. Et je recommanderais vivement à toutes les personnes qui nous regardent, qui regardent votre émission, qui suivent l'actualité, de vous rendre service. Imprimez simplement une carte de la région. Et quand vous écoutez ce genre de choses, parce que souvent, si vous regardez les informations, ils font un zoom sur quelque chose de très précis, ou ils vous montrent une image. Et vous vous dites, comment? Je ne saurais même pas ce que c'est, si c'était juste au coin de la rue. Comment pourrais-je savoir ce que c'est? Je pourrais vous montrer tout de suite une image de quelque chose qui brûle en Irak et vous dire que c'est en Afrique. Member. Il ne sait pas le savoir. Alors, servez-vous-en pour vous donner les moyens de comprendre. Je veux dire, même après avoir étudié cet ensemble de problèmes pendant des décennies, quand on discute ou quand j'écoute votre émission avec d'autres invités, encore aujourd'hui, je suis la carte pour me dire « Ah d'accord, c'est de ça que Larry parlait, c'est de ça que Nima parlait. » Quand on commence à placer ces éléments sur la carte, ça commence à avoir du sens. Ou au moins, ça devient plus clair. Je ne sais pas si ça aura jamais du sens dans certains cas, parce qu'une partie de tout ça n'a tout simplement aucun sens. Mais ça peut devenir plus clair. Exactement. Votre remarque est très importante. Merci. Merci, Andy. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.